Bonjour tout le monde. Merci Madame la Présidente, chers amis, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité organisateur de m'avoir invité à être parmi vous aujourd'hui dans cette 21e édition du Congrès national de la Société marocaine de néphrologie. Nous sommes très contents qu'il revient à Marrakech et j'aurai la tâche de vous parler d'un autre type de greffe un peu compliqué qui est la greffe ABO incompatible et on verra est-ce que c'est une option raisonnable. Alors, aller à l'encontre de la barrière immunologique est un concept que nous avons réfléchi ou qui a été réfléchi dans un contexte de pénurie de greffons, dans l'optique d'augmenter le pool des donneurs et d'offrir plus d'opportunités à certains receveurs d'accéder à la greffe, surtout les patients qui sont du groupe O. Ça a pu avoir lieu avec des résultats satisfaisants grâce au développement des immunosuppresseurs, mais également grâce à meilleure connaissance du système immunitaire. Mais première chose, comment avons-nous franchi cette barrière immunologique? Il faut savoir que les essais sur l'ABO incompatible ont eu lieu à la fin des années 70, où il y a eu plusieurs tentatives, essentiellement à partir de donneurs en état de mort encéphalique, mais avec des résultats que je vais dire assez catastrophiques, puisque seulement un greffon sur 10 pouvait survivre quelques mois. Et donc, finalement, on s'est dit il ne faut pas aller à l'encontre du système immunitaire et il fallait abandonner ce programme. Sauf que la première greffe ABO incompatible réussie était le fruit du hasard, parce qu'une erreur humaine a fait qu'on a implanté par erreur un greffon du groupe A chez un receveur du groupe O. Ça s'est passé en Bruxelles en 1981. Alors, l'équipe médicale se rendant compte rapidement, ils ont essayé de faire le tout, ils ont essayé de sauver les meubles, comme on dit. Ils ont tout fait, échange plasmatique, des anticorps polyclonaux, triple thérapie, tout en sachant qu'on était au début des années 80, donc il y avait l'ère de la cyclosporine, et contre toute attente, ça marche. Et c'est un greffon qui restait fonctionnel pendant 22 ans. Et c'était le début d'un programme solide, un programme belge de greffe ABO incompatible qu'ils ont essayé de développer petit à petit avec des survies initiales aux alentours de 88%, et on va voir au fur et à mesure la survie du greffon s'améliorer et elle est quasiment égale à celle de l'ABO compatible. Un peu loin, dans l'autre bout du monde, il y avait les Japonais qui regardaient avec beaucoup d'intérêt ce type de programme. Pourquoi? Parce que le Japon, de par sa culture religieuse, le shintoïsme, où le défunt ou le corps du défunt est quelque chose de sacré, on ne touche pas le corps d'un défunt, avait besoin de trouver des moyens d'élargir le pool de leurs donneurs vivants, et ils ont essayé de s'inspirer du programme belge. D'ailleurs, ils ont suivi à la lettre le protocole belge. Ils ont pu réussir leur première transplantation 4 ans plus tard, en 1985. Et à partir de là, dans les 15 années suivantes, ils vont réaliser plus de 1000 greffes ABO incompatibles, assez réussies, on va dire très réussies. Et puis, dans ce siècle, ou durant ce siècle, tout le monde va s'orienter vers la greffe ABO incompatible, les Américains, les Canadiens, les pays scandinaves, et on voit que c'est une activité actuellement qui est courante, pas fréquente, mais qui est courante, à laquelle on fait appel en cas de besoin. Donc, qu'est-ce qui pose problème finalement dans l'ABO incompatible? Alors, longtemps, on parle de la greffe chez l'immunisé. Le patient immunisé, on sait qu'il a été immunisé par des anticorps acquis suite à une transplantation, à une transfusion, à une grossesse. Là, on parle d'une immunisation naturelle, des anticorps préformés, des anticorps avec lesquels nous sommes tous nés. Tout dépend de notre groupe sanguin. On peut avoir les deux anticorps anti-A, anti-B si on est du groupe O, ou avoir uniquement un seul anticorps si on est du groupe A ou B,
ou exprimer les antigènes sans aucun anticorps. Et ces anticorps préformés, quand ils vont se retrouver en contact avec l'antigène en question, on sait très bien, ils vont former un complexe antigène-anticorps, ils vont fixer et activer le complément, surtout il y aura une activation de la voie classique du complément, et l'activation de la voie classique du complément, justement, sera la source des soucis qui vont se produire par la suite avec... Là, dans cet exemple, c'est un accident transfusionnel, donc on est dans le groupe sanguin, on va voir, il va y avoir une phagocytose, une hémolyse et une destruction des hématies. Donc ici, je parle de transfusion, mais aujourd'hui, nous sommes dans une transplantation d'organes. Alors, pourquoi on en parle? Parce que les antigènes ABO, contrairement aux antigènes Rhésus, qui sont portés uniquement sur les globules rouges, nous portons des antigènes ABO sur plusieurs organes. Celui qui nous intéresse ici, c'est le rein, et on voit très bien que l'endothélium vasculaire rénal et l'épithélium tubulaire expriment parfaitement bien les antigènes ABO. Et à partir de là, on a longtemps considéré, et on doit toujours considérer, la greffe ABO incompatible comme une greffe à haut risque de rejet humoral médiée par les anticorps qui sont naturels et préformés et qui vont s'attaquer à ce greffon. Et donc, il semble aujourd'hui très important, avant de se lancer dans une greffe ABO incompatible, d'abord d'évaluer la quantité d'anticorps qu'on a. Alors on va dire, mais on a tous une quantité prédéterminée. Non. Le taux d'anticorps naturels dont nous disposons en fonction de notre groupe sanguin est variable d'un individu à l'autre. Elle est plus ou moins stable, mais peut changer en fonction des circonstances. Et première étape, il faudra définir quel est le taux des anticorps naturels dont nous disposons. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 types de taux. Un taux faible quand on est inférieur à 1/8, un taux intermédiaire quand on est entre 1/6 et entre 1/256, et bien sûr, au-delà de 512, voire au-delà de 1024, c'est un taux extrêmement élevé. Dans cette situation, il semble qu'il ne serait pas raisonnable du tout de proposer une greffe ABO incompatible parce que ce sera voué à l'échec. Donc, à partir de là, on sait très bien qu'il faut évaluer le taux. Comment l'évaluer? On reste sur des techniques extrêmement simples jusqu'à ce jour, et encore aujourd'hui, on utilise toujours la technique standard par dilution, même si on sait que la cytométrie de flux offrira des meilleurs résultats, elle est plus spécifique, elle est plus sensible, mais c'est une technique qui nécessite une certaine expertise. Vous allez le voir, quand on se lance dans une greffe ABO incompatible, nous avons besoin d'un dosage régulier, répété, et donc on a besoin d'une technique facile et reproductible. Et c'est la raison pour laquelle on reste sur la méthode de dilution. Encore une fois, si nous souhaitons se lancer dans une greffe ABO incompatible, première chose, évaluer le taux du receveur. Deuxième chose, avoir un donneur vivant, prêt, motivé, bilanté, pour lequel il pourrait y avoir un passage au bloc à tout moment. Parce que une fois qu'on a ces 2 paramètres, nous allons avoir besoin de neutraliser ces anticorps naturels, ces anticorps circulants. Pour les neutraliser, il y a le concept de désimmunisation que nous connaissons parfaitement bien, nous néphrologues, notamment en termes de maladies immunologiques, immunitaires, mais surtout dans la greffe HLA ou en cas d'immunisation HLA. On sait très bien que pour accéder à ce type de greffe, il faut neutraliser ou débarrasser le receveur de ces anticorps. Et pour cela, il y a 2 moyens, 2 grandes lignes. 1, limiter la production des anticorps et donc
détruire les lymphocytes B, les cellules présentatrices d'antigènes, les plasmocytes, tout ce qui peut produire des immunoglobulines pour en limiter la production, de épurer les anticorps existants pour empêcher qu'ils ne s'attaquent au greffon au moment de l'implantation. Et pour ça, c'est des choses que nous connaissons, mais dans la greffe ABO incompatible, c'était un élément nouveau. Un élément nouveau puisque avant les années 2000, pour les équipes qui se sont lancées dans la greffe ABO incompatible, ils ont essentiellement commencé par la splénectomie. Et je pense que cette splénectomie, c'est ce qui a rendu un peu compliqué la greffe ABO incompatible, avec une certaine peur de la part du receveur, mais aussi de l'équipe chirurgicale. Ça restait quand même un geste lourd. Et il revient aux Scandinaves, une équipe suédoise de Stockholm, d'avoir proposé, au-delà de l'année 2000, de faire une splénectomie qu'ils appelaient chimique en utilisant le rituximab, les anti-CD20, une seule injection 4 semaines avant le geste pour dépléter les lymphocytes existants et pouvoir programmer le geste. L'usage du rituximab a donné d'excellents résultats, comme vous pouvez le voir ici, avec une survie du greffon qui a été utilisé avec le rituximab représenté ici en rouge, une survie à 98% à la première année et qui a persisté jusqu'à la 5e année, bien supérieure à la splénectomie. Quelque chose de très important sur cette diapositive, pour moi, ce n'est pas uniquement le rituximab et la splénectomie, mais surtout la survie du greffon à 5 ans entre l'ABO compatible et l'ABO incompatible, où on voit une certaine supériorité et on pourrait se poser la question pourquoi il y a cette supériorité. Alors on penserait que le contraire devait se produire. Quoi qu'il en soit, le rituximab pour l'ABO incompatible représente ce qu'a représenté la cyclosporine dans les années 80 pour la greffe d'organes. Ça a complètement bouleversé le pronostic. Maintenant, nous allons essayer d'épurer les anticorps existants, et là, on sait très bien faire, puisqu'on a plusieurs techniques, les échanges plasmatiques que nous pratiquons tous dans nos services, qui sont des techniques simples, moins chères, faciles, mais on sait très bien qu'ils n'éliminent que 20% des anticorps circulants, d'une part, mais d'autre part, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas distinguer entre bons anticorps et mauvais anticorps et qu'ils déplaient tout ce qui expose au risque hémorragique et infectieux. On peut faire un peu mieux avec les échanges plasmatiques avec double filtre, où on va rendre aux patients quelques anticorps, mais ça reste toujours inférieur à la technique de référence pour la greffe ABO incompatible, qui est l'immunoadsorption, où on va utiliser un filtre avec une colonne couverte de protéines qui va absorber spécifiquement les immunoglobulines anti-A ou anti-B sans toucher aux autres anticorps. Donc, on a fait beaucoup d'efforts dans ce sens et surtout, ça revient encore une fois aux Suédois, l'équipe de Stockholm, d'avoir imaginé ce filtre spécifique qui absorbe que les anticorps anti-ABO, mais qui présente comme inconvénient le coût qui approvisionne les 40 000 dirhams, entre 3 000 et 4 000 euros, et le fait qu'il ne soit pas réutilisable, tout en sachant qu'on aura besoin de plusieurs séances d'immunoadsorption. Quand on compare les trois techniques, il n'y a pas photo, l'immunoadsorption spécifique permet d'épurer maximum d'IgG et d'IgM. Alors, une fois on démarre la déplétion ou l'élimination des anticorps, il faudra qu'il y ait un suivi régulier pour déceler le moment où on va pouvoir faire la greffe. Il faudrait que, dès que le taux des anticorps circulants soit inférieur au 1/8, préparer rapidement le bloc. Donc, ce qui stipule qu'il devrait y avoir une bonne disponibilité et des équipes médicales, et du plateau technique, et des équipes chirurgicales.
Le passage au bloc se fera rapidement et les suites ils vont être assez simples avec un protocole immunosuppresseur standard, une trithérapie immunosuppressive qu'on commencera 15 jours à un mois avant la greffe. Alors tout dépendra encore une fois du taux d'anticorps natif. Quand c'est élevé, on commencera un mois avant. Quand c'est moyen, intermédiaire, on commencera uniquement 15 jours avant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs protocoles. Il y a ici le protocole suédois, le protocole japonais, mais ils se rejoignent tous. Ici, j'ai mis le protocole français qui résume tout ce qu'on va faire avant la greffe. Le rituximab, 4 semaines, une seule dose. L'immunosuppression entre 10 et 15 jours. Les séances d'immunoabsorption ou d'échange plasmatique. L'heure J où le taux d'anticorps va être extrêmement faible. Il y aura un passage au bloc avec une immunosuppression standard, une induction selon le choix et selon les équipes. On peut faire une induction avec le basiliximab ou avec les anticorps polyclonaux qui sont hautement recommandés, surtout quand on a une immunisation HLA. Donc, aujourd'hui, pour parler de greffe ABO, est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle est raisonnable? D'abord, il faut dire, est-ce qu'elle est faisable? Je pense qu'elle est faisable. On ne fait rien d'exceptionnel par rapport à une greffe ABO compatible, si ce n'est qu'on se prépare en avance. Maintenant, est-ce qu'elle est raisonnable? Est-ce qu'elle est safe pour le patient? Alors, les résultats montrent, les études, des résultats de plus en plus satisfaisants, avec aussi bien une survie du greffon et des patients qui est quasiment identique à celle de l'ABO incompatible, surtout depuis l'usage de l'adsorption comme technique d'épuration d'anticorps existants. Une autre chose, les suites opératoires sont simples. Alors, autrefois, quand on utilisait les échanges plasmatiques, on voyait plus d'hémorragie grâce à l'altération des facteurs de coagulation. Là, avec l'immunoadsorption, on ne voit plus ça. Donc, c'est assez safe pour les chirurgiens. Il y a quand même juste un petit problème, et ça doit être l'usage du rituximab et la surimmunosuppression, puisqu'on constate plus de bécavirus dans la greffe ABO incompatible, mais sans impact sur la survie du greffon. Pour le côté immunologique qui pourrait nous faire peur, il n'y a pas plus de rejet cellulaire, non plus pas plus de rejet humoral. Ceci dit, il faudra un screening régulier. Le taux d'hémolysine tous les jours en post-greffe jusqu'à la 3e semaine, et la raison pour laquelle j'avais dit qu'il faut proposer une technique simple, la recherche des anticorps anti-HLA toutes les semaines, et au moindre doute, augmentation de la créatinine, préparer ou prévoir une biopsie rénale. Si rejet humoral se produit, on traitera comme on le fait pour l'HLA ou l'immunisation HLA, les échanges plasmatiques et le rituximab. Ici, cette étude qui a pris des donneurs vivants, souvent des épouses, compatibles et incompatibles, et on voit très bien qu'il n'y a pas plus de rejet significatif entre les deux groupes. Mais je pense, à mon sens, le résultat le plus intéressant, et en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est cette étude-là qui a poolé des milliers de greffés, différents types, HLA identiques, HLA différents, ABO incompatible, ABO incompatible, hyperimmunisé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'ABO incompatible, représenté ici en bleu, a une survie largement supérieure à l'HLA différent et en cas d'immunisation HLA. Et ça, c'est une donnée qui est très intéressante. Surtout, on le voit très bien que pour la greffe ABO incompatible, on voit que tout se joue les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, si nous n'avons pas de rejet humoral et qu'on traite correctement, la survie par la suite sera identique à la greffe ABO compatible, voire encore mieux, il n'y aura pas d'immunisation HLA, 600 HLA identiques. C'est pour ça qu'il y avait cette question qu'on voit assez souvent dans la littérature, faut-il privilégier le full match et ABO incompatible ou le HLA full mismatch et ABO compatible? Je pense avec cette diapositive,
nous avons la réponse. L'immunisation HLA est plus délétère à moyen long terme que l'immunisation ABO. Pourquoi? Parce qu'avec l'ABO, il se produit un phénomène d'accommodation. Passé les 3 premières semaines, et probablement à cause de la souffrance du greffon lors de la chirurgie, l'ischémie-reperfusion, il y a une altération de l'enzyme glycosyltransférase qui est indispensable à l'expression de l'antigène HLA sur le greffon. Et par la suite, même si le patient développe ces anticorps, ils ne s'expriment pas sur le greffon, ils ne sont pas délétères. Nous allons avoir une activation du complément, mais qui va s'arrêter au stade d'attaque membranaire et le greffon ne sera pas détruit, ne sera pas attaqué et en tout cas lésé. Et ça, ce qui s'explique par ce marquage C4D positif sans rejet réel. Donc, pour finir, est-ce une option raisonnable? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut se positionner dans la situation et je pense qu'il faut fixer nos priorités. Je pense que je rejoins un tout petit peu professeur Ramdani. Aujourd'hui, plus que jamais, il faudra qu'on fixe nos priorités, pas que nous, le ministère de Santé, les organismes de prévoyance, et savoir exactement ce qu'on veut. Et si on veut greffer et prendre des risques, comme il a dit professeur El-Khal, je pense que toutes les équipes médico-chirurgicales sont là. Sachez juste que la greffe ABO incompatible n'est pas plus dangereuse que l'ABO compatible. Et je vous remercie de votre attention.